Précisons tout d'abord qu'un contrat de vente concerne uniquement des biens mobiliers ou immobiliers et non les prestations de services. Cette dernière relève d'une autre réglementation, celle du contrat de louage d'ouvrage ou d'industrie. S'agissant de la vente à l'international proprement dite, il s'agira donc de vendre des marchandises. Néanmoins, ce type de vente se complète de contrats annexes qui relèvent de la prestation de services, les transports, les assurances, les intermédiations, etc. Et il n'y a pas de définition du contrat de vente à l'international dans le Code civil français. C'est donc la jurisprudence qui a repris la définition communément admise, qui consiste à dire que les parties doivent résider dans des États différents, bref, quand les marchandises devront franchir au moins une frontière. Lorsqu'une vente est sur ce modèle, chaque partie étant soumise à son propre droit national, ses propres juridictions, on peut se demander quelle réglementation appliquer. Or, il n'existe pas à proprement parler de droit international. En effet, chaque pays peut opter pour des solutions qui lui sont propres pour traiter de la compétence des tribunaux ou des règles applicables en cas de contrat à l'international. Par exemple, la France reconnaît tout à fait la valeur de la clause compromissoire, clause qui oblige les parties à régler leurs différends contractuels par le biais de l'arbitrage international. Mais également des accords internationaux conclus entre deux ou plusieurs pays peuvent définir des règles avec plus ou moins de force contraignante. Prenons l'exemple de la Convention de Varsovie sur le transport des personnes et des marchandises, la Convention internationale sur les transports ferroviaires, les règles de Rotterdam sur le transport maritime, mais surtout la Convention de Vienne, conclue dans le cadre des Nations Unies en 1980, qui tente d'unifier pour les 84 pays qui l'ont ratifiée les règles applicables en matière de contrat de vente international. Cependant, les questions quant à la formation du contrat et ses conditions de validité ne sont pas traitées dans cette convention. Aussi faudra-t-il choisir d'appliquer les règles d'un droit national donné. Les pays de l'Union européenne ont quant à eux institué le règlement européen dit Rome I en 2008 afin d'établir le choix des règles applicables en matière de vente internationale. Ainsi, au sein de l'Union, même si l'Irlande et le Danemark n'appliquent pas tout à fait le règlement, c'est aux parties de désigner la loi applicable, voire même les lois de différents pays selon tel ou tel aspect du contrat. À défaut de choix, ce sera la loi du pays du débiteur de l'obligation essentielle du contrat. Il existe même des dispositions spécifiques en matière de transport de marchandises ou en matière de contrat avec les consommateurs. Ainsi, si un constructeur automobile veut charger en Slovénie, lieu où il a délocalisé sa production, des véhicules qu'il va livrer à un concessionnaire allemand, à quelle loi peut être soumis le contrat de transport ? Par application du règlement Rome I en matière de transport de marchandises, ce ne peut être la loi du transporteur, la loi italienne, car il charge en Slovénie, pays différent de sa nationalité. Il s'agira donc de la loi allemande, car il s'agit de celle du lieu de livraison. En revanche, pour la vente elle-même des véhicules, les pays peuvent choisir de soumettre leur contrat à la ou les lois de leur choix. La Convention de La Haye concerne quant à elle plus spécifiquement la vente de marchandises entre professionnels. Cette convention, applicable dans 7 États de l'Union, dont la France, prévoit qu'il revient aux parties de désigner la loi applicable. À défaut, il s'agira de la loi du vendeur, ou celle du pays de l'acheteur si la commande est reçue par le vendeur dans le pays de l'acheteur. Le contrat de vente à l'international peut également être soumis aux usages, traditionnellement définis comme des pratiques professionnelles unanimement reconnues et qui font foi tant qu'elles ne violent pas des lois applicables.
En premier lieu, il faut citer la Lex Mercatoria, une sorte de réglementation non officielle du commerce international. Constituée de règles étatiques communes, érigées en principes généraux par des décisions arbitrales ou des organismes privés ou publics. Par exemple, le principe pacta sunt servanda, qui institue la force obligatoire des contrats, ou le principe rebus sixtantibus, qui reconnaît la théorie de l'imprévision, qui oblige à modifier le contenu des contrats lorsque surviennent des aléas imprévus qui déséquilibrent profondément l'économie du contrat. Mais la Lex Mercatoria est également constituée des usages des professionnels du commerce international, comme les stipulations de contrats types ou d'usages propres à certaines activités. Citons à titre d'exemple la clause or qui permet de payer en or plutôt qu'en devise, ou la clause de hardship qui gère l'imprévision et qui permet de renégocier le contrat en cas d'aléa majeur. Il existe d'autres exemples comme l'obligation de minimiser les dommages lors de leur évaluation, de respecter le principe de la bonne foi, ou encore le fait que les accords transactionnels doivent rester confidentiels. Enfin, la Lex Mercatoria est constituée de règles établies et codifiées par les organismes et dont l'application s'est généralisée, comme par exemple les incoterms. Ceux-ci ont été codifiés et régulièrement remaniés par la Chambre de commerce internationale dès le début du XXe siècle. Ils permettent de définir par un jeu de codes les obligations principales qui incombent à chaque partie dans un contrat de vente, depuis la mise à disposition de la marchandise à l'entrepôt du vendeur jusqu'à son déchargement final au lieu choisi par l'acheteur. En revanche, ils ne règlent pas tous les aspects du contrat de vente, notamment celui du transfert de propriété, pas plus qu'il n'inclut les contrats relatifs au transport principal, au pré- ou post-acheminement, à l'assurance dont parlent les incoterms, mais qui n'en tiennent pas lieu. Il existe ainsi des incoterms multimodaux applicables aux ventes prévoyant des transports aériens, maritimes, ferroviaires ou terrestres, ainsi que des incoterms plutôt réservés aux contrats prévoyant un transport maritime. Prenons l'exemple d'un contrat de vente de marchandises qui devra être transporté d'un pays à l'autre par transport aérien. Ainsi, lors d'un contrat sous l'incoterme CIP, le vendeur a en charge l'emballage, l'étiquetage, le marquage des marchandises afin que le transport se déroule pour le mieux. Il procède également au chargement de la marchandise à bord du véhicule d'enlèvement, organise le préacheminement des marchandises depuis son entrepôt jusqu'au lieu d'embarquement, accomplit dans son pays les formalités de douane et supporte les taxes liées au dédouanement, procède au chargement de la marchandise à bord du moyen de transport principal, choisit le transporteur, organise le transport et le paye jusqu'au lieu de destination convenu par la Conterme, et enfin, il souscrit à ses frais une assurance tout risque au bénéfice de l'acheteur contre les risques d'avarie à la marchandise ou de sa perte durant le transport. Les documents à fournir par le vendeur seront la facture commerciale, les documents de transport, ainsi que l'attestation d'assurance. L'acheteur, quant à lui, décharge la marchandise, s'occupe des formalités de douane en rapport avec l'importation des biens, organise le post-acheminement des marchandises jusqu'à la destination finale, et enfin procède au déchargement de la marchandise du véhicule de livraison dans ses propres locaux. Le risque de perte ou de dommage est transféré à l'acheteur dès la remise de la marchandise au transporteur principal. Ce sera donc à l'acheteur de faire toutes les démarches nécessaires en cas de perte ou d'avarie sur la marchandise intervenue depuis le transport principal, y compris le chargement à bord, jusqu'à l'arrivée dans ses propres locaux. Il devra souscrire à ce titre une assurance couvrant les opérations allant du déchargement
à l'acheminement jusqu'à la destination finale, déchargement compris.